Bonsoir chers internautes, bienvenue dans cette seconde émission du Monde et nous. Un monde qui nous malmène aujourd'hui et que nous ne connaissions pas. Avec Emmanuel, nous avons le grand plaisir de recevoir notre ami Vincent Pavant et d'examiner avec lui, de décortiquer par quel biais, quel mensonge, quel détournement de la signification des mots nous deviendrions les victimes d'un régime totalitaire si nous ne réagissons pas maintenant. Vincent Pavant, qui est ingénieur civil des mines, enseignant-chercheur en mathématiques à l'université d'Aix-Marseille, aujourd'hui suspendu, ce qui est une honte, président de Réinfo Liberté et auteur dernièrement du livre Le débat interdit, langage, Covid et totalitarisme, coécrit avec Ariane Bilran, normalienne, philosophe, psychologue, clinicienne. Alors tous les deux, vous avez accompli un travail de philosophie des sciences et sachant qu'il faut manipuler deux émotions pour obtenir une soumission psychique, vous vous êtes interrogé sur le lien entre l'idéologie et le savoir. Censure des mots, néologisme, mots détournés, sophisme. Nous allons donc parler du mécanisme qui a conduit à anesthésier la population à travers de ton livre. Mais auparavant, je pense qu'il serait aussi intéressant que tu nous présentes le projet de Réinfo Liberté dont tu es le président avec la PEC, le collectif des parents en colère qui se réunit en ce moment afin de déterminer avec quels moyens nous pourrons inonder d'informations capitales qu'il est urgent de porter à la connaissance de tous, les associations de parents d'élèves, les enseignants, aussi bien ceux des collèges que des lycées et des universités. Emmanuel en fait partie et je viens de les rejoindre. Madame Brigitte Autran, la présidente de la task force COVARS, a annoncé que le retour du port du masque était à l'étude, ce qui nous fait craindre le pire. COVARS, vous savez, c'est le nouveau comité de veille et d'anticipation des risques sanitaires qui prend la suite du conseil scientifique préalablement dissous. Il a été créé le 22 juillet 2022. Je vous propose de commencer par ce fameux débat interdit. Ce que veut l'État profond, c'est l'effacement de l'être humain derrière le chiffre en instaurant un régime totalitaire. Emmanuel, je te donne la parole avant d'accueillir Oui, Vincent. bonsoir à tous. Merci Jackie pour cette très très belle présentation, très très belle introduction. Donc une soirée avec Vincent Pavant que j'ai l'honneur de côtoyer très très souvent au Conseil scientifique indépendant. Donc Vincent est mathématicien, on a beaucoup travaillé notamment sur les chiffres, mais il écrit également de très très beaux ouvrages avec un côté donc épistémologique bien sûr également avec son point de vue mathématique et donc bien sûr je lui laisse la parole. Alors bonsoir Jackie, bonsoir Emmanuel, bonsoir à tous les internautes qui nous regardent. Merci pour cette invitation de la part de TVADP qui vraiment montre au fil du temps qu'elle est capable de s'installer dans la durée. Et ça, c'est effectivement très important parce qu'il y a évidemment assez peu d'émissions où on a le temps de développer, ce qui va être le cas ce soir. Donc je remercie beaucoup Jackie pour sa présentation du livre. Effectivement, un livre qui va donc de l'épistémologie jusqu'à la psychologie en passant par l'idéologie et la philosophie politique. Et en fait, avec Ariane, c'est vraiment toute la chaîne du langage qu'on a cherché à décortiquer pour voir comment ce langage ensuite pouvait opérer à l'intérieur des agents, de sorte qu'on en arrive sûrement à cette fameuse banalité du mal qui est la manière avec laquelle peuvent fonctionner les régimes totalitaires et qui pousse donc les individus qui ont l'air apparemment normaux à rentrer de plus en plus dans le délire paranoïaque et à acquérir et à produire des actes du coup violents qui perdent au fur et à mesure leur empathie. Donc effectivement, pour que tout ça opère, il faut vraiment une suite à identifier de perversion, puisque le maître mot en fait des régimes totalitaires, c'est bien sûr celui de la perversion, avec comme premier symptôme des régimes totalitaires, la perversion dans le langage. Et pour la petite anecdote, en fait, quand j'ai commencé à rentrer quelque part en résistance critique, en analyse critique contre le narratif Covid, donc
j'ai été contacté par quelqu'un qui est devenu un ami, qui est à l'université et qui est roumain d'origine et qui me disait, tu sais, Vincent, moi je suis arrivé de Roumanie quand j'étais adolescent et je me souviens que ces discours qu'on me tient aujourd'hui par Emmanuel Macron, c'est les mêmes que ceux que j'entendais quand j'étais petit en Roumanie. Et il y a quelques semaines de ça, j'ai rencontré une Tchèque, en fait, une personne qui avait vécu pareil dans le régime tchécoslovaque du rideau de fer et qui m'a dit exactement la même chose. Qui m'a dit, mais tu sais, tous ces discours que j'ai entendus par Macron, les médias, les autorités, ceux-là, je les connais par cœur. C'est également ceux que j'avais quand j'étais petite en Tchécoslovaquie. Donc en fait, il y a vraiment eu des méthodes de propagande en fait qui ont été à l'œuvre en fait durant ces 2 dernières années et demie. Et c'est pas fini, hein, on voit toujours ça à l'œuvre. Et ça, c'est vraiment le symptôme, si vous voulez, de personnes qui ont basculé dans l'idéologie. Et l'idéologie se caractérise toujours par un discours qui est en déliaison complète avec le réel. Donc ça, c'est vraiment la chose qui nous a frappé, Ariane et moi, et sur laquelle on s'est rencontrés. Elle le fait parce qu'elle a l'habitude, elle connaît très bien la psychopathologie clinique en fait des états paranoïaques. Elle a fait sa thèse sur la paranoïa et le temps dans la paranoïa. Et donc elle connaît très bien ce discours, ce blabla, hein, comme disait Capgras, donc qu'il avait étudié au début du XXe siècle, cet immense blabla en fait qui a l'air d'être cohérent, qui a l'air de raconter une histoire cohérente, mais qui est complètement délirante dans le sens où le discours qui est tenu ne renvoie jamais au fait. Et à l'époque, il y a 2 ans, j'étais donc moi-même, j'étais plongé dans la lecture d'un très grand psychiatre, psychanalyste français qui s'appelle Paul-Claude Racamier, qui est un des théoriciens de la perversion narcissique que reprendra par exemple Irigoyen, donc une psychologue en fait. Marie-France Marie-France Irigoyen. tout à fait, oui, oui, et qui est à la base d'ailleurs des lois sur le harcèlement en entreprise et sur la condamnation du harcèlement en entreprise, qui est essentiellement basée sur la figure du pervers narcissique. Tout à fait. Donc on a vu à l'œuvre d'ailleurs, oui, qu'on a vu à l'œuvre à France, chez Orange, à France Télécom, hein, quand il y a eu toute cette vague de suicides. D'ailleurs, il y a une condamnation qui a été, à mon avis, un peu trop légère, je crois, mais bon, peu importe, sur ces comportements de pervers narcissique. Et donc, Racamier disait du pervers narcissique que c'était celui pour lequel le mensonge réussi valait autant qu'une vérité. Voilà. C'est comme ça que la perversion, pour moi, a commencé dans tout ce discours narratif de l'exécutif et de certains scientifiques, entre guillemets, parce que quand j'ai commencé à rentrer dans les articles scientifiques numériques, c'est-à-dire les fameuses simulations de Ferguson, ou alors effectivement les articles pseudo-scientifiques de Cauchemet, Spontané, etc., aussi bien sur Comcor que sur le préprint du 28 juin, etc. Je me suis rendu compte que ces gens-là mettaient un soin tout particulier à créer une fiction qu'ils habillaient en fait d'une espèce de rationalité mathématique pour essayer d'imposer en fait leur propre délire comme étant l'expression de la réalité. Et je me suis rendu compte qu'il y avait toute une discipline, l'épidémiologie, qui se structurait autour d'un fantasme, qui d'ailleurs est un fantasme transhumaniste tout à fait important, puisque j'en suis venu à étudier du coup la cybernétique et le transhumanisme, qui sont aujourd'hui les 2 évolutionnismes en cours. Et j'aurai l'occasion d'en parler à Sainte demain pour les gens qui seront. Emmanuel sera à Sainte, je serai à Sainte également pour une sorte de CSI public. Je serai également à Épinal le 4 novembre pour la même raison. Et donc, en fait, dans la fiction transhumaniste, qui est une fiction littéraire et cinématographique qui existe depuis le début du XXe siècle, hein, Fritz Lang et Metropolis en sont effectivement un des exemples les plus frappants, mais il y a toujours 2 situations qui conduisent en fait l'homme à devoir évoluer et à devoir s'augmenter en fait pour faire face à un environnement qui devient de plus en plus dangereux. C'est le virus épidémique qui va tuer tout le monde ou l'accident nucléaire. Et donc, c'est très intéressant de voir que le virus de Wuhan a été ce fantasme du virus tueur qui allait tous nous éradiquer et contre lequel il fallait absolument s'augmenter en termes de défense immunitaire, c'est-à-dire de vaccination, et qu'aujourd'hui avec l'Ukraine, on nous ressort en fait la menace évidemment de guerre nucléaire et
d'accidents nucléaires qui risquent de mettre à feu et à sang toute la planète et de rendre l'environnement absolument invivable, et contre lequel il faudra par toutes sortes de manières s'augmenter pour faire face aux radiations. Donc pour les radiations, c'est plutôt technologique. En général, il faut des combinaisons, il faut Oui. Alors que pour les virus, c'est plutôt biologique. Il faut effectivement des vaccins qui vont nous augmenter. Et donc, Alors, pardon, oui. les gens sont donc conditionnés, formatés par la peur, puisque c'est comme ça qu'on arrive à les diriger. Mais qu'est-ce qui a fait, est-ce que les individus étaient prédestinés à être des moutons comme ça? Comment se fait-il que personne n'ait réfléchi plus en avant? Est-ce qu'il n'y avait pas des messages qui étaient diffusés depuis une quarantaine d'années, subliminaux plus ou moins, et que les gens sont complètement... qu'est-ce qui fait que les gens ont accueilli si facilement ces nouvelles théories, ou ont été pétrifiés par la peur? Est-ce qu'il y avait quelque chose qui les prédisposait à ça, ou la manipulation est très très forte, quoi? Oui, alors deux choses. Il y a à la fois le fait que le discours soit ancré depuis longtemps et donc il puisse effectivement opérer parce qu'au fond, il n'est pas si nouveau que ça et que les gens Oui. ont l'impression d'entendre quelque chose de connu. C'est sa première question. Et deuxième question, qu'est-ce qui fait que chez les individus, effectivement, la peur finit par nous diriger? Et d'abord, la peur de quoi? Bon. Là, il y a effectivement beaucoup de questions qui sont très, très difficiles. Sur la peur, qui est effectivement le principe, je pense, de l'obéissance, je pense qu'il faut revenir aux racines de la peur, qui sont les angoisses, finalement, d'abord de l'individu. Des angoisses qui sont sûrement universelles et très archaïques, c'est-à-dire profondément ancrées en chacun de nous, de façon extrêmement puissante, et qui sont inconscientes, donc auxquelles on n'a pas accès et qui font que précisément on n'y arrive pas à y échapper. Donc mon point de vue, c'est que dans les systèmes totalitaires qui créent uniformisation, en fait, c'est le fameux slogan « nous tous » hein, de Macron, qui emploie le « nous » sans arrêt dans tous ses discours, qui est un discours fusionnel, en fait. Hein. Donc les totalitarismes rêvent de fusion de tous les individus les uns avec les autres dans une forme d'uniformité. Oui, et en même temps, ils nous annoncent tout et son contraire. C'est le propre de ces régimes, de changer sans arrêt, d'être fluctuants. Alors ils sont mouvants, ils sont toujours mouvants, effectivement, de sorte qu'on ne puisse pas les saisir. Il faut qu'ils nous échappent, qu'ils nous glissent, effectivement. L'illogisme, c'est important parce que je vais y revenir sur le thème de la fusion, donc ce qu'on appelle les double bind en sciences cognitives ou en psychologie, en fait, en cybernétique d'ailleurs, puisque le double bind est un terme qui vient de Gregory Bateson, qui est un anthropologue, en fait, qui a beaucoup fait de théorie cybernétique de la psychologie. Mmh. Et donc voilà, donc je reviens sur le thème de la fusion et tu verras le lien que je ferai après avec ce que tu viens de parler sur la contradiction. Donc dans les systèmes totalitaires, en fait, il faut que tout le monde soit le même et que tout le monde fusionne avec un même idéal qui est celui en fait de la nation, qui est la mère à tous. Notre mère à tous, et même notre mère et notre père, puisque vous savez qu'en France, on a la mère patrie, et donc en fait, on a un problème de genre, si j'ose dire, très bien incarné d'ailleurs par le couple présidentiel, en fait, qui fonctionne également dans l'auto-engendrement et dans ce qu'on appelle l'incestuel, en fait. L'incestuel étant un état où on ne sait plus qui est le père de qui est le fils de qui, et donc où tout se mélange. Donc en fait, il y a effectivement ce qu'a découvert Racamier dans la psyché de chacun d'entre nous. Il y a toujours un moment qui est le moment de ce qu'il appelle la séduction narcissique primaire, donc qui est l'état fusionnel mère-enfant, dans lequel on veut retourner éventuellement parce que c'est un moment de soulagement. Et justement, la séparation de la mère et de l'enfant, en fait, est toujours un moment angoissant, en général, à la fois pour la mère et pour l'enfant, qui peut provoquer effectivement des troubles. Donc, il y a cette idée que l'état psychique profond donc, de la fusion narcissique est un état désirable qui permet de soulager un certain nombre d'angoisses, et justement qui parle de la fusion, du mélange de tout avec tout, et qui est un état vers lequel on veut revenir. Et dans cet état de séduction narcissique mère-enfant, il y a toujours la crainte de déplaire. La crainte de déplaire est une peur extrêmement puissante, en fait, et qui va faire que, justement, l'enfant va avoir peut-être du mal à aller chercher le tiers, c'est-à-dire le père, via le processus édipien, et donc d'aller à la rencontre de l'autre, et de s'aventurer, en fait, à aller à la rencontre de l'autre et de l'étranger. Et donc, tous les thèmes, en fait, où vous voulez une uniformité, une fusion,
sont associés à la crainte de déplaire, en fait. Et la peur de déplaire, qui est très puissante, en fait, est quelque chose qui je pense, s'applique particulièrement dans cette situation où nous avons traversé, où une des peurs principales, effectivement, des gens qui sont en situation de système totalitaire comme on a vécu, c'est d'être différents. Donc en fait, il s'agit de revenir à un état rassurant qui est celui de la fusion de tous avec un idéal, qui nous rappelle cette fusion primaire narcissique, en fait. Et ce narcissisme, en fait, on a peur, effectivement, de s'en départir et d'aller vers l'autre qui est profondément antinarcissique, en fait. Et donc la peur, c'est celle d'être différent, et c'est très bien ce qu'on a vu dans le conformisme, qu'on appelle le conformisme, qui est la crainte de déplaire, d'être différent, de s'affirmer comme étant différent. Et donc, on préfère fusionner dans le même moule que tout le monde, parce que ça nous rappelle des heures bien heureuses, en général, de la petite enfance, qui est effectivement une structure profondément archaïque, ce que Rakami appelle l'antideep, en fait, qui est justement cet état d'indifférenciation. Alors, l'indifférenciation, c'est très important parce que, et je fais le lien avec ces messages contraires, en fait. La différenciation, c'est quand il y a plus de différence de genre, de génération, etc., où tout fusionne avec tout, hein, les hommes, les femmes, donc les petits, les grands, etc. Et j'avais fait remarquer dans le débat interdit, c'était une remarque, il y a quelques lignes là-dessus, mais qui, je pense, mériterait beaucoup plus de développement, je pense, psycho-épistémologique, qui est que il n'y a rien de plus différent qu'une proposition et son contraire. Il n'y a rien de plus différent en logique et dans le langage que A et non A, en fait. C'est déstabilisant. Tout à fait. Et en fait, si on n'est pas capable de faire la différence entre A et non A, on n'est pas capable d'acquérir le raisonnement, on n'est pas capable d'acquérir le langage, on n'est pas capable de former effectivement un raisonnement, sachant que tout le raisonnement est basé uniquement sur le principe, toute la logique est basée uniquement sur le principe de non-contradiction. C'est la seule chose qu'il faut sauver dans la logique, c'est savoir identifier A et non A et faire en sorte que le raisonnement ne permette jamais de déduire A et non A en même temps. Et ça, c'est vraiment pour moi la traduction psychologique en deux mots de la différenciation, hein, si vous voulez. Si vous êtes dans un système où il n'y a plus de différenciation, alors A et non A, en fait, sont complètement équivalents, il n'y a pas lieu de les distinguer, et on peut tout dire et son contraire, parce que de toute façon, le principe de séparation, psychologiquement, en fait, a été refoulé, et donc on vit dans un monde où c'est le fameux « en même temps » hein, de Macron, qui dit toujours Absolument. en même temps, parce qu'en fait, ça veut dire tout avec tout, une chose et son contraire à la fois, en fait. Et Macron est vraiment dans cet état psychologique, et les états, en fait, justement, paranoïaques, sont des états où la contradiction n'existe plus, où on peut tout dire et son contraire, en fait, et en particulier, il n'y a plus de contradiction entre le signifiant et le signifié. C'est-à-dire le fait qu'on perde le lien entre le discours et la chose qu'elle est censée représenter n'a plus aucune importance, et seul le langage s'impose. Donc, en fait, je dirais que pour répondre donc à ta question, structurellement, en fait, il y a en chacun de nous, je pense, une peur de déplaire qui est extrêmement profonde, qui est de toute façon consubstantielle, je crois, à tout être humain, et qui nous renvoie à des états psychiques liés tout simplement au processus de naissance et de différenciation. Et puis dans les discours, en fait, justement, on va tenir des discours où on ne distingue plus rien. On ne distingue plus le réel du discours. Le discours, c'est le réel. On fait en sorte que le réel corresponde au discours. On ne distingue plus les contradictions. Ce qui fait qu'il n'y a plus moyen de séparer. Et en particulier, on ne sépare pas non plus le vrai du faux. C'est peut-être ce qui va nous sauver, non? Parce que les gens commencent à se rendre compte que, à force de suivre tout et son contraire, au début, ils ont obéi d'un seul homme par peur peut-être au début, certains autres parce qu'il fallait obéir au gouvernement, aux ordres du gouvernement. Et à force d'être trimballés de contradiction en contradiction, de voir de plus en plus de malades, de voir tous les mensonges qui apparaissent et qui éclatent à leurs yeux, c'est peut-être ça qui va permettre de réveiller ceux qui ne le sont pas encore. Tu crois pas? Oui, tout à fait. Je crois que quand on regarde l'histoire justement des pays de l'Est, donc du rideau de fer, en fait, ils se sont écroulés sur ce qu'on appelait les révolutions de velours, les révolutions de palais, en fait, c'est-à-dire que ça n'a pas été non plus fait dans un bain de sang. Il y a eu effectivement la Roumanie qui a été un peu violente, il y a quand même eu effectivement la Russie aussi, où ça a été un peu violent, mais dans l'ensemble, en fait, les régimes sont tombés parce que
tout simplement le mensonge n'opérait plus. C'est-à-dire que le mensonge était forcément une contradiction avec le réel, et on n'arrêtait pas de bassiner, de produire des mensonges, des artefacts, et de sorte qu'à la fin, les gens n'en pouvaient plus, et les régimes sont tombés parce qu'ils ne reposaient absolument plus sur rien, et que plus personne ne voulait les croire. C'est-à-dire que mentir, c'est un prix psychique, je pense, qui est très très important à payer, parce que vous devez sans arrêt trouver des ressources pour inventer, là où la vérité est beaucoup plus simple, parce que elle s'impose d'elle-même, et il n'y a pas besoin de la construire psychiquement, en fait. Oui. Donc, à un moment donné, je pense que effectivement, le coût psychique du mensonge est beaucoup trop fort. Les gens ne peuvent plus le faire, à moins de devenir tous fous. Et il y a quand même un pays qui s'appelle la Corée du Nord, qui est très intéressant, parce que là, le mensonge peut continuer à opérer. Il opère depuis 80 ans quasiment maintenant. Il est manifestement pas prêt de s'arrêter, avec une population dont on se demande effectivement ce qu'elle pense elle-même de ce régime de fer. Quand bien même en Union soviétique, il est tombé. Quand en Chine, on a l'impression que personne n'est dupe, eu égard en particulier aux nombreux lanceurs d'alerte, à tous les militants des droits de l'homme qui émergent un peu partout, et qui ont quand même une parole qui est très surveillée, très extrêmement violemment réprimée, bien sûr, mais qui existe quand même. On a vu le cinéma qui s'est passé récemment, justement, au niveau du congrès du Parti communiste chinois, où l'ancien président Jintao donc, a été évincé Oui, de en pleine séance. Oui. en pleine séance. Et donc, bon, voilà, on ne peut pas tout cacher, et on comprend bien ce qui se passe. Donc voilà, ça transpire. Donc tout ça pour dire que le mensonge, à un moment donné, est trop gros, et les gens sont fatigués. Et bon, comprennent bien que c'est quelque chose qui ne peut pas durer. Donc là, on le voit très bien sur le vaccin. Les effets indésirables, effectivement, s'imposent à la face de tout le monde, y compris des médecins. Je rappelle un des derniers sondages donc, du quotidien du médecin, qui était, il y a un mois environ, 53% des médsains ne recommandaient plus Oui, ils ont les fait marche injections, arrière. Ils ont fait marche voilà, arrière. il faut bien appeler ça, à leurs patients. Il n'y a quasiment pas de quatrième dose, etc. On sait que pour les enfants de 5 à 11 ans, il y a extrêmement peu de parents qui vont vers l'injection expérimentale. Donc, bon, les gens n'y croient pas. Il y a de plus en plus, on le voit sur les plateaux télé. Alors, il y a eu cette révélation fracassante, alors qu'il n'était pas en tant que tel, mais quand on a interrogé donc la remplaçante de Bourla, donc Jamie Small, si je me souviens bien, donc qui était une cadre un peu lambda alors, de l'entreprise Pfizer. On a posé une question sur l'efficacité vaccinale au regard donc de la transmission. Elle a presque éclaté de rire en disant bah non, évidemment que non, on ne l'a pas testé, parce qu'évidemment c'est jamais testé dans les protocoles vaccinaux en général, dans les essais cliniques vaccinaux. Mais en fait, c'est quelque chose qu'au CSI on savait depuis très longtemps. Et on avait bien fait remarquer à plein de, notamment par Christine Coton, mais c'est pas la seule, hein, tous les gens, Eline Banoun également, avaient fait remarquer que de toute façon, il n'y avait jamais eu d'essais cliniques et de résultats sur la transmission. Et d'ailleurs, Christine Coton l'avait fait remarquer lors de son audition au niveau de l'OPQST. Je rappelle, auditions qui ne sont toujours pas publiques, les auditions donc, du printemps 2022, qui ne sont toujours pas publiques, malgré une tribune dans France Soir, donc, que les gens pourront aller lire, signée par énormément de juristes qui demandaient que l'ensemble des auditions soient rendues publiques. Donc il y a eu effectivement cette déclaration, et là tout d'un coup on a vu ressortir chez Véran, chez Macron, chez tous ceux qu'on appelle les télétoubibs, hein, tous ceux qui passent, donc les Marty et compagnie, qui disaient non mais ça nous protège évidemment de la transmission, c'est pas que pour nous, c'est pour les autres, les Michel Simès et ainsi de suite, donc qui racontaient n'importe quoi dans les journée. Et là en fait ça a été vraiment, je pense que ça a joué vraiment le révélateur, hein. Tout d'un coup c'est apparu, alors c'était déjà en germe partout, mais c'est effectivement comme dans un processus photo, vous passez ça dans un produit chimique et tout d'un coup l'image apparaît. Et là, je pense que là, il y a eu quelque chose qui s'est passé en termes de déclic avec les affiches de Toulouse, parce que je dois bien dire. Oui, donc, tu as raison d'en parler. oui, tout à fait, parce que bon, c'est Emmanuel essentiellement qui était à la base des programmes, qui ont permis de sortir, oui, un travail remarquable, parce qu'il permet effectivement. Alors, c'est facile à dire, hein, ce qu'on a fait. On a fait une division, suivi d'une multiplication, mais en fait, en termes de récolte des données, d'organisation des calculs, de reproductibilité, etc., c'est vraiment un travail remarquable. Et donc, il y a eu tout ce foin, donc il y a 2 mois à peu près autour de ça. Et
en fait, il y a eu des sondages qui sont sortis un peu et les gens ont beaucoup soutenu ces affiches parce que ça leur révélait un mensonge, ou en tout cas un mensonge par omission qui était celui des effets indésirables. Et là, pareil, quand Madame Small a parlé devant Oui. le Parlement européen, ça a eu un effet cathartique, je pense, sur le fait qu'on mentait au moins par omission, et même peut-être un peu plus, parce qu'effectivement, il y a eu énormément de paroles officielles, dont Véran, je le rappelle, Macron, toutes les autorités de santé, on pourrait y aller, Fischer, Bernard Sailly, etc., sur la transmission. Et donc, je pense que les gens prennent conscience du mensonge, et c'est quelque chose contre lequel ils se révoltent, je pense, maintenant, parce que le mensonge est gros, parce que le mensonge leur a fait prendre des risques pour leur santé. Et que ces risques sont vraiment extrêmement violents. Et c'est pas fini parce que vous savez qu'il y a aussi tout le combat de Où est mon cycle, par exemple, qui fait qu'encore aujourd'hui, au niveau européen en tout cas, au niveau de l'EMA, il n'y a pas de reconnaissance des problèmes de cycle comme effet indésirable et effet indésirable grave, en fait, des injections expérimentales. Et à nouveau, c'est un mensonge qui tombera. Alors, il y a le dernier mensonge qui risque de tomber par la justice, qui est celui de van der Leyen et des fameux contrats, des SMS de négociation, effectivement, avec Bourla, qu'elle ne veut pas, effectivement, dévoiler et dont elle estime qu'ils sont purement privés, ce qui est une farce absolue. Donc, le mensonge, c'est quelque chose auquel les gens ont voulu se raccrocher parce qu'ils voulaient être comme tout le monde, parce qu'on leur a dit qu'il fallait faire un nous tous, il fallait faire bloc, il fallait fusionner tous autour d'un idéal qui est celui d'éradication du virus, d'ailleurs avec une idée délirante. On ne pourra jamais éradiquer ce virus, c'est complètement délirant, surtout que c'est une zoonose maintenant. Non, mais c'est pas grave. Oui, donc c'est passé par les bêtes, par les animaux, par les visons notamment, y compris en Italie, en France. Mais en plus, alors, il y a le mensonge de Wuhan aussi, parce que pareil, on sait maintenant que c'est sorti de Wuhan, il n'y a quasiment aucun doute sur cette question. Il y a tellement de scientifiques très sérieux qui y croient, et puis également c'est un virus qui a été fabriqué entièrement par l'homme. Hein. Oui, bien sûr, avec le fameux travail sur les gains de fonction qui est très documenté. Il y a aux États-Unis le travail du sénateur Ron Paul contre Fauci, justement, pour essayer de faire condamner. Et puis, il y a eu, donc je tiens à en parler également, cette condamnation, cette mise en examen de Fabrice Friez, en fait, qui est le PDG et directeur de publication de l'AFP, sur en fait, le film de Bernard Arnault, donc sur Hold Up, qui avait été diffamé, effectivement, on le sait, par l'AFP, et donc en particulier sur l'origine du virus. Hein. Je rappelle que ça avait été vraiment un des points clés qui avait permis de dire à beaucoup de fact-checkers, donc journalistes entre guillemets, hein, puisque c'est pas des journalistes en fait, c'est juste. Et cela, je pense qu'il faudrait un nouveau Munich. Hein, autant, je crois que par l'action internationale de Rainer Fulmich, on va vers ce qu'on appelle un Nuremberg 2, mais je crois qu'il y aurait un Munich 2 aussi qui devrait s'organiser dans la même veine, parce qu'on avait bien, on a pendu des journalistes à Munich pour bien leur faire comprendre ce que c'était que la différence entre la propagande et l'information. Ça a été complètement oublié, et l'AFP, je pense, complètement, là où Barnaria, ça fait vraiment un travail d'investigation énorme. Quand on regarde Hold Up avec le recul, on voit qu'il y avait vraiment, il posait toutes les questions. Alors après, les réponses que les gens ont données, c'était encore une autre chose, mais en particulier, l'interrogation sur l'origine du virus était extraordinairement bien construite. Et dans Hold Up Plus, en fait, la suite dans Hold On, en fait, il allait encore plus loin dans le gain de fonction. Et moi, c'est avec Barnarias que j'ai vraiment appris que justement, quand Zenglishi a essayé de publier la séquence génétique, en fait, elle s'arrêtait juste au la moment femme chauve-souris. La Batwoman, comme on oui. effectivement, donc directrice à Wuhan. Oui. Et donc, en fait, elle publiait la séquence du virus, elle s'arrêtait juste au moment du gain de fonction. Le fameux gain de fonction artificiel. Et donc, ça, c'est Barnarias qui va le sortir vraiment en premier. Et en plus, il va vraiment, puisque moi, j'ai eu l'occasion de l'observer un peu à ce moment-là, il va vraiment interroger énormément, une quantité astronomique, en fait, de chercheurs en biologie, génétique, moléculaire, ce que vous voulez, pour vraiment essayer de se faire son opinion. Et donc, en fait,
là, pareil, les gens ont bien compris qu'il y avait un mensonge, et ce mensonge, on sait comment il a été construit, c'est-à-dire qu'on a demandé à des personnes qui étaient en conflit d'intérêts sur les travaux de Wuhan d'écrire que effectivement le virus, la théorie qui disait que le virus sortait du laboratoire était une théorie complotiste, en fait conspirationniste, et on a effectivement le travail, le mail, hein, c'était ce qu'on appelait les Fauci Leaks, le mail entre Mark Zuckerberg et effectivement et Fauci qui dit sur Facebook on va mettre des algorithmes qui je crois qu'il y a à peu près 6000 mails qui ont été découverts. Oui, il y en a énormément, ça fait énormément de pages, enfin bon, et puis on sait que Delfrécy a rentré en contact avec Fauci, etc., en disant qu'il résistait pour l'hydroxychloroquine, qu'il y avait des pressions, mais qu'il résistait comme il pouvait. Donc il y a des preuves objectives du mensonge, en fait, qui tombent, et ça commence à s'accumuler vraiment, et les gens voient bien qu'on est rentré dans un narratif. Donc c'était vraiment notre objectif à nous, avec Ariane, effectivement, dans le débat interdit, pour revenir effectivement au débat interdit, de bien montrer qu'on avait construit toute pièce un narratif. Et ce que je disais tout à l'heure, dans l'épidémiologie, en fait, est un scientisme fantasmatique. C'est-à-dire qu'ils sont vraiment... et vous écoutez Antoine Flahault, par exemple, ou des fois, ils veulent absolument être les sauveurs du monde de l'épidémie qui apparaît dans tous les Marvel, dans tous les romans de science-fiction, pour lesquels, eux, grâce à leur science, ils vont être les nouveaux dieux qui vont sauver l'univers. Donc, en fait, c'est vraiment une construction fantasmagorique. Et quand vous allez la rechercher, donc ça, c'est très intéressant, il faut aller la rechercher dans l'article de 1927 de Kermack et McKendrick, en fait, qui est écrit dans une période de coloniale où je pense qu'il y a beaucoup de culpabilité. Donc Kermack et McKendrick sont des respectivement anglais et écossais, si je me souviens bien. Et donc ils vont essayer de trouver une équation dans lesquels, en fait, grâce à leur connaissance, ils vont sauver l'Inde de la peste. Puisqu'en fait, ils travaillent sur la peste à Bombay, essentiellement, et ils se disent, ah oui, mais on vient de trouver un truc qui fait que nous, administrateurs anglais, grâce à notre connaissance scientifique, on va pouvoir, en fait, sauver le monde des épidémies de peste, parce qu'on a compris le mécanisme et les équations de régulation. Et c'est là où ils vont inventer le fameux R0, et le fait que si R0 c'est plus petit que 1, les épidémies s'arrêtent. Alors, tout ça est faux. Pardon de t'interrompre, c'est une question que je te pose parce que je me la pose. Les épidémiologistes s'attachent aux chiffres surtout, ils rendent compte, alors que à l'opposé des médecins qui, eux, veulent soigner les malades. Et il y a un moment où ça devrait être convergent et ça n'a pas l'air de l'être tout à fait. Non, pas du tout. L'épidémiologiste se moque du soin des patients. Ils n'ont rien à foutre. Et en fait, eux, ils ne s'intéressent qu'à la diffusion des maladies qu'ils cherchent à sauver, mais pas à soigner. Et donc, leur outil favori, c'est les fameuses interventions non pharmaceutiques, les NPI en anglais, Non-Pharmaceutical Intervention, et qui sont en fait, l'idée très simple, c'est que ils imaginent que les virus se diffusent par contact entre êtres humains, donc pour arrêter la diffusion, arrêtons les contacts. En fait, c'est aussi con que ça. Et c'est vraiment débile, en fait, parce que si c'était comme ça que ça marchait, ça se saurait, en fait, depuis très longtemps. Et en fait, on ne sait pas comment le Covid se transmet, très honnêtement. Parce que moi, je pense que c'est plutôt les fursoises. Avec Emmanuel Darle, on était arrivé à la conclusion que c'était plutôt des mécanismes proches de la gastro. Ce qui explique également pourquoi le projet Comet à Marseille, donc de mesure des virus dans les eaux usées, permet de corréler exactement en fait les tests et le nombre de malades mesurés par effectivement le réseau Sentinelle ou par etc. Et du coup voilà. Mais bon, en gros, on ne sait pas objectivement, on ne sait pas. Et donc bon, les épidémiologistes ne veulent pas soigner, ils veulent éradiquer des maladies. En fait, voilà, ils veulent absolument pas soigner les gens, ils veulent absolument éradiquer des maladies et faire en sorte que ça empêche de circuler. Sauf qu'en fait, on ne sait pas comment ça se diffuse. Du point de vue, il n'y a pas de physique newtonienne des virus, si tu veux, comme il pourrait y en avoir pour le SIDA. Le SIDA, c'est assez facile à modéliser quelque part parce que le principe de transmission est vraiment très très bien connu. Donc, c'est vraiment par les rapports sexuels de manière privilégiée. Alors, il y a les transfusions sanguines aussi quelque part, mais c'est le sang, hein, les liquides séminaux, etc. Mais en réalité, on sait comment, et donc il y a une probabilité effectivement qu'on peut mesurer. Tout ça, ça a été fait dans les 80-90. Avec des gens qui sont d'ailleurs prêtés courageusement aux expériences, hein, il faut le rappeler, qui ont mis leur vie en danger pour qu'on comprenne tout ça. Mais du coup, bon, là c'est plutôt assez facile. Mais un virus respiratoire, on n'en sait rien. Les masques, du coup, ça sert à rien. Et puis, il faut faire ce qu'on fait d'habitude, et puis ça se passe très bien. Voilà. Donc, il y a les épidémiologistes, en fait, ne font que des chiffres faux.
Et en fait, c'est le seul intérêt d'épidémiologie, comme je dis souvent, c'est pas, il faut pas faire d'épidémiologie pour essayer de faire de la science. Il faut faire de l'épidémiologie pour voir comment se construit un scientisme à partir d'un fantasme. En fait, c'est un exercice de philosophie épistémologique et pas du tout de science, en fait. Et c'est bien ça on se fiche du patient. Complètement, on se fiche du patient, mais même de la réalité. Et en fait, Ouais. on veut juste se construire l'idée qu'on se construit un savoir qui va permettre de sauver le monde, en fait. Ouais. D'un virus qui va tuer tout le monde. En fait, on est vraiment dans des scénarios, c'est vraiment des scénarios de science-fiction où un professeur génial, quelque part dans son laboratoire, va trouver la baguette magique grâce à une formule. Et je rappelle dans le débat interdit que le vocabulaire des mathématiques partage avec la magie la notion de formule. Et la formule, c'est quelque chose d'incompréhensible, c'est des hiéroglyphes, des choses qu'on prononce. C'est toujours. Abracadabra. Oui, c'est ça. Et hop, avec ça, tout d'un coup, on est dans le secret de l'univers et tout s'arrête comme par magie, en fait. Alors que je rappelle toujours que les mathématiques, c'est tautologique, hein, c'est-à-dire ça ne fait que montrer qu'un animal à quatre pattes est un quadrupède. C'est-à-dire que vous changez la forme et vous inventez rien. C'est-à-dire que les mathématiques, c'est toujours une remise en forme. Alors, des fois, c'est très intéressant, la remise en forme, parce que ça vous permet de voir que deux choses que vous pensiez différentes sont identiques. Mais en fait, les mathématiques sont toujours faites pour montrer l'identique et jamais accéder à la différence. Donc, du coup, vous pouvez rien inventer avec les maths. C'est bon. Et donc, l'épidémiologie, c'est ça. C'est un fantasme pur, en fait, qui vient de gens qui, comme Kamak et Michael, vivaient dans le fantasme, peut-être de racheter une faute, qui était celle des Anglais qui infligeaient des malheurs immenses en fait aux colonies qu'ils avaient, donc en l'occurrence les comptoirs en Inde par exemple, et qui grâce en fait à leur savoir permettaient de sauver le monde de la peste, en fait, qui était vraiment dans l'imagination la pire des maladies, et effectivement savoir lutter contre la peste. Ça se rapproche à ce qu'on veut faire croire aujourd'hui. L'être humain, on veut l'accuser d'être coupable d'être vivant, finalement. Tout à fait, ah oui, mais complètement. On fait porter une culpabilité à l'être humain d'avoir des virus. C'est ça, mais attendez, des virus, on a des milliards depuis tout le temps. Et ce que disait Olivier Soulier répète souvent aussi ici, les virus, c'est ce qui nous a fait progresser aussi. Et le virus, il faut plus l'accueillir comme un allié qui va nous permettre de renforcer le système immunitaire, etc. etc. C'est aussi un déséquilibre. Enfin, il y a plein de manières d'envisager la maladie qui serait virale. Mais en fait, les nazis, par exemple, voulaient éradiquer les juifs parce que les juifs étaient porteurs de virus. Oui. Du virus du typhus en particulier, c'est pour ça qu'on les a mis d'abord dans le ghetto, et à la fin, ce que disait Hitler a dit, on a éliminé les juifs comme on a éliminé les poux, parce que les poux de corps, c'est ce qui permet de diffuser le typhus, en fait. Et donc, c'est pour ça qu'à l'Est, effectivement, dans les pays de l'Est, il y a un peu, parfois, il y avait des typhus un peu endémiques, mais ce n'est pas évidemment les juifs plus que les autres. Et donc, on veut, alors à la fin, on n'éradique même plus les maladies, on éradique les malades qui portent les maladies. Et aujourd'hui, c'est le monde entier qu'on veut éradiquer. Complètement. C'est la planète entière. Mais j'ai une petite question à poser à Vincent. Selon toi, en fait, par rapport à ton expérience de ce qui s'est passé au cours de ces 2 années, est-ce que ce qui est en train de la communication qui est utilisée notamment par rapport à la guerre en Ukraine, les menaces, etc., est-ce que pour toi, c'est une forme de manipulation ou pas? En fait, tout simplement. Oui, c'est la même manipulation pour moi qui revient en fait très profondément à la philosophie transhumaniste de l'environnement. Bon, dans le transhumanisme, en fait, l'environnement est dangereux et inadapté à l'homme, en fait, et c'est pour ça qu'il doit s'adapter. Il doit s'adapter dans ses manières de vivre. Alors derrière ça, il y a l'image du cyborg. Donc, je rappelle que le mot cyborg donc, a été introduit dans les années 60 par 2 chercheurs américains de la NASA, qui est la contraction de cybernétique et organisme. Donc, cyborg, c'est dire cybernétique organisme, et qui a été introduit quand on a commencé la conquête de l'espace, en disant, bon, si on doit aller sur Mars, c'est un peu long, etc., donc il va falloir construire des engins spatiaux qui permettent, voilà, et donc, se poser le problème de recréer dans ces engins spatiaux, voire dans les colonies ou dans les constructions qu'on allait établir sur Mars, sur la Lune, peu importe, des conditions terrestres. Hein, c'est ce qu'on appelle le terraforming, en fait, c'est-à-dire recréer sur notre planète des conditions favorables, en fait, pour la vie humaine. Et en fait, ce qu'ont dit ces 2 chercheurs, ce qui est tout à fait vrai, c'est que c'est beaucoup plus facile de faire en sorte que l'homme se change plutôt que de changer son environnement pour qu'il puisse partir à la conquête de l'espace. Et donc, dans la philosophie transhumaniste, l'homme partira à la conquête de l'espace, et donc, de toute façon, doit vivre dans un environnement qui va être dégradé
puisque la technologie elle-même va dégrader l'environnement. Donc ça, c'est toute la philosophie, y compris marxiste, je dirais, de la technologie, où la nature sert uniquement la production, et donc les soviétiques et les Chinois aujourd'hui, par exemple, sont des grands pollueurs, sont parmi les plus grands pollueurs en fait de la planète, et donc vivent dans un environnement extrêmement dégradé dans lequel il faut effectivement s'augmenter pour y survivre. Et donc l'Ukraine, pour moi, c'est la construction d'un univers extrêmement dangereux, extrêmement dégradé, avec, on l'a vu, des laboratoires biologiques partout. C'est ce qu'a révélé effectivement Poutine et les Russes, mais pas que. Et les centrales nucléaires qui sont des vieilles casseroles rafistolées, manifestement, avec derrière, effectivement, on l'a vu avec Nord Stream, donc on fait exploser Nord Stream avec une pollution quand même au CH4 qui est sûrement gigantesque. Donc, qu'est-ce qui va se passer tout autour en termes de production? Donc, pour moi, le narratif, c'est le même. Et ça revient exactement d'ailleurs à ce que je disais sur l'imagination, l'imaginaire en fait de la science-fiction transhumanisme, qui part toujours de deux situations catastrophiques qui sont l'accident nucléaire en fait et le virus qui s'échappe effectivement d'un laboratoire. Et c'est exactement ce qu'on nous fait revivre. Et là-dedans, on dit il va falloir s'adapter, faire attention. Et donc le narratif de l'environnement dangereux qui fait que l'homme devra s'adapter parce que augmenter ses facultés de survie dans un environnement dangereux, en fait, c'est exactement ce qu'on nous fait miroiter, donc avec un côté survivaliste. Donc là, alors, on n'y est pas encore, mais toutes ces histoires de chauffage, baisser à 19 degrés, etc., on commence un petit peu dans le survivalisme. Pardon de t'interrompre, je sais que ton temps est compté, que tu vas bientôt devoir nous quitter. Est-ce que tu pourrais, avant de partir, nous dire, mais quel est notre pouvoir? Quel pouvoir avons-nous pour ne pas adhérer à cette manipulation? Effectivement, il faut sortir de la peur et analyser surtout, je pense, le narratif, parce qu'on est vraiment dans un narratif, en fait, et se dire que si on sort de la peur, on a toujours le pouvoir de dire non. Genre de dire non à la guerre en Ukraine, non effectivement à von der Leyen qui va confisquer le pouvoir au niveau européen pour financer Zelensky à hauteur de 1,5 milliard par mois pour continuer à financer la guerre, effectivement organiser des rationnements énergétiques, tout ça on peut dire non en fait. Et donc pour ça, faut sortir de la peur. Et il faut pouvoir analyser le discours pour ce qui est surtout ses origines du discours et voir qu'en fait il est une anti-philosophie qui nous pousse à un individualisme toujours plus important et donc à la peur de l'autre qui va elle-même générer la violence. Donc moi, je crois beaucoup au pouvoir analytique, justement. Bon, c'est une forme de psychanalyse, si vous voulez. Le fait de dire les choses, de les nommer, en fait, ça permet d'en prendre conscience et de sortir de la peur. Mais je crois qu'il faut une prise de conscience. C'est exactement ça. Et pour ça, il faut des gens comme Emmanuel, par exemple, ou moi, qui passons notre temps à démonter les chiffres, les discours, mais également des philosophes, des historiens, pour nous expliquer ce qu'il y a derrière qu'on ne voit pas forcément. Et la cybernétique, le transhumanisme en sont des narratifs puissants, parce qu'ils remplacent ces nouveaux discours. On a perdu le discours sur la religion. Et dans les grands discours, il y a celui sur l'homme, maître du monde, qui, grâce à la technologie, va s'améliorer. Mais attention, l'environnement est dangereux, donc, etc. Et donc, pouvoir déconstruire un peu tout ça. Donc, c'est un discours, voilà. Votre rôle de découverte pour nous est absolument essentiel. Et ensuite, à nous de nous regrouper parce que ça va faire bientôt 3 ans qu'on s'épuise à dénoncer tout ce qui se passe à droite et à gauche. Et les bonnes volontés se fatiguent et puis lâchent un petit peu et puis reprennent. Et c'est bien qu'aujourd'hui, les associations différentes se recoupent. Et c'est maintenant ou jamais qu'il faut arriver à faire entendre ce non massif de toute la population. Oui, tout à fait. Maintenant, il y a pas mal d'associations. Donc, Info Liberté en est une, les parents en colère, l'association des parents en colère en est une. On peut parler également de Bon Sens, par exemple, etc. Donc, les associations, les collectifs, les Mamans Louves, bien sûr,
Enfance et Liberté, etc., etc. Bon, il y a Réaction 19 avant ça. Donc, les associations sont bien connues. Bon, Réinfo Covid, bien sûr, le collectif avec Réinfo Liberté. Donc, ces associations sont connues. Chacun a son rôle plus ou moins bien établi maintenant. On parle aussi, par exemple, des navigants libres, qui sont plus une organisation professionnelle, le syndicat santé liberté, syndicat liberté santé, pardon. Et donc, je pense que ce qu'il faut, c'est effectivement une convergence, c'est-à-dire des intercollectifs avec des ponts. Donc, il y a Où est mon cycle, bien sûr, également. Mais donc, c'est très important de voir que je pense que toutes les branches de la société qui avaient besoin maintenant sont plus ou moins bien identifiées. Et donc, il faut des actions communes, c'est ce qu'on fait. Donc, nous, on est proche de Xavier Isalbert, évidemment, des Mamans Louves, bien sûr, Roxane Chafei, de Où est mon cycle, Syndicat de Liberté Santé, enfin de tout le monde. Je crois que tout le monde est proche de tout le monde. Et en particulier, c'est très important qu'il y ait un média comme TVADP, parce que, à ma connaissance, c'est vraiment un vrai média professionnel qui est professionnalisé dans sa. Alors, je sais que vous êtes beaucoup bénévole. Hein, ce que je voulais dire, c'est professionnel dans la manière de travailler. Voilà. Et donc, ça, c'est important parce que ça permet de donner de la parole dans des formats qui ne sont pas du tout ceux, évidemment, des médias mainstream où on est sans arrêt coupé avec des lignes éditoriales qui sont extrêmement strictes, voire propagandistes pour certains. Et donc, on a vu effectivement se développer des regroupements de personnes qui font qu'aujourd'hui, moi, ce que je vois dans les différents endroits dans lesquels on va. Donc, je le rappelle, demain à Saintes avec Emmanuel et moi le 4 novembre à Épinal, alors que je crois qu'Emmanuel sera à Bergerac le 5 novembre. On voit de plus en plus de personnes qui ont de plus en plus confiance en eux, qui sont sortis de la honte justement d'être différents, de penser différemment, qu'on leur envoyait de manière très violente en disant que c'était des sous-citoyens, il fallait les emmerder jusqu'au bout, etc., etc. Et c'est là qu'on s'aperçoit qu'il y avait beaucoup de gens silencieux et il y en a beaucoup plus que ce qu'on pouvait le croire. Oui, et pour reprendre une intervention qu'a faite Mehdi Belhaj-Kassem donc à Pérols il y a un mois environ, Oui. en fait, la seule majorité, c'est nous. C'est-à-dire, derrière les plateaux télé, la haute administration qui est de plus en plus bunkerisée, hein, je le rappelle, parce qu'on l'a vu par exemple sur un sujet comme la réforme de la police judiciaire à Marseille, où toute la police judiciaire se révolte contre cette réforme, en fait, qui est une confusion des pouvoirs effectivement intolérable, et où en fait on voit qu'autour de Macron, il n'y a que quelques très hauts fonctionnaires qui se comptent sur le doigt d'une main qui vont faire les réformes. C'est pareil pour le vaccin. Finalement, pour le vaccin, on voit, bon, même maintenant au niveau du Conseil de l'Ordre, en tout cas c'est ce qui s'est passé pour Péronne, au niveau du Conseil départemental, il y a une majorité de médecins qui soutiennent Péronne dans ses prises de position critiques sur tout ce qu'il a fait depuis le début, en particulier des injections expérimentales. Et on voit très bien que les seuls idéologues qui restent sont de plus en plus concentrés autour du pouvoir exécutif, des très hauts niveaux. C'est à Paris que ça se passe en général. Nous, à Marseille, il y a très longtemps qu'on a arrêté d'être sous l'emprise parisienne. Quand je vivais à Marseille, on disait il y a Marseille et la France. Oui, voilà, c'est ça. Dakar et la France. C'est ça. Donc en fait, aujourd'hui, les réseaux se sont faits et c'était l'objectif un peu de Réinfo Covid à la base, c'était de mettre en lien les gens pour qu'ils se retrouvent sous une égide d'une bannière. Aujourd'hui, il y a plein de bannières d'égides sur lesquelles on peut se retrouver et tout est complémentaire. C'est-à-dire que ça a bien fait les choses. Donc, le projet de Réinfo Liberté, ça a commencé par le Covid, par Réinfo Covid. Et puis, on se rend compte aujourd'hui, c'était un peu le sens de l'intervention de ce soir, que le Covid, en fait, ça a été le révélateur, le symptôme de quelque chose de plus profond, mais qui a beaucoup à voir avec le totalitarisme et aujourd'hui la liberté d'expression notamment. Dans l'affaire des affiches de Toulouse, en fait, on est au Conseil d'État qui ne nous donnera pas raison, mais on ira évidemment au CEDH et on se bat pour la liberté d'expression. Et donc, on voit bien que c'est cette liberté d'expression qui a été profondément attaquée. Et on le voit très bien que par l'identité numérique, par la disparition de l'argent liquide, aujourd'hui, vous savez que, par exemple, Macron avait demandé que l'administration puisse avoir accès à toutes les transactions bancaires en fait, de chacun des citoyens. Il y a un projet de loi qui est passé, je crois, où on peut vous couper votre box à distance. Avec les compteurs Linky, on peut effectivement vous couper le chauffe-eau entre midi et 14h. C'est paru effectivement au journal officiel. Donc, bon, il y a l'identité numérique, évidemment, qui est un projet européen qui s'affiche.
Donc du coup, on voit bien que c'est la liberté qui est atteinte. Et justement, le projet de Réinfo Liberté, et c'est pour ça que Réinfo Covid s'est mis un petit peu en stand-by aujourd'hui, c'est que le sujet du Covid, ça a été le symptôme éminent, aigu, on va dire, d'une maladie, mais qui est le totalitarisme. Déclencheur. Exactement. Et aujourd'hui, je pense que l'Ukraine et tout ce qui se passe autour de l'Ukraine, de l'énergie notamment, et des volontés de contrôle numérique autour de l'identité numérique, eh bien, c'est des questions de totalitarisme biopolitique qui se posent. Et pour rien vous cacher, donc, c'est le sujet de notre prochain livre qui va paraître au printemps 2022, donc 2023, pardon, avec Ariane Bierrand, qui va s'intituler Le totalitarisme en marche, en fait, et qui montre très bien, sur la base des théories de philosophie politique, donc d'Arendt, de Foucault et d'Agamben, illustrées en particulier par le cas des soignants suspendus, qui sont vraiment les nouveaux juifs, hein, c'est des toiles jaunes, vraiment. Enfin, les non-vaccinés, c'est les toiles jaunes, et les soignants suspendus, c'est vraiment les nouveaux juifs de la fonction médicale. Hein. Je rappelle que le Conseil de l'ordre a été créé donc, par Vichy, par l'État pétainiste, en fait, pour faire la chasse aux médecins juifs. Hein, donc, effectivement, et c'est ça qu'on voit avec les non-vaccinés. Et donc, on démontre très bien dans ce livre qu'on a franchi la première marche du totalitarisme, et qu'on sacrifie, donc, sous l'égide de ce que Agamben a appelé l'homo sacer, en fait, eh bien, une partie de la population qui n'a plus aucun droit à la vie tout court, qui en est réduit à la survie, une survie quasi animale, dans laquelle, effectivement, on peut appuyer sur n'importe quel bouton pour le supprimer. Et l'euthanasie au Rivotril des personnes en EHPAD a été la réactivation du programme T4. Hein, voilà, donc le programme T4 naît, l'étoile jaune revient, la discrimination revient, et c'est bien ça vers lequel on va. Et donc le totalitarisme, du coup, dont on avait analysé les symptômes propagandistes, en fait, dans le débat interdit, eh bien, on en trouve maintenant des traces macroscopiques dans effectivement ce qui s'est passé au niveau des soignants et de la vaccination. Et ça annonce effectivement, tout ça est basé sur un totalitarisme qui est toujours un évolutionnisme. Donc c'était le darwinisme social chez les nazis, c'était effectivement le marxisme historique chez les soviétiques, aujourd'hui qui est basé sur le transhumanisme, en fait, et la cybernétique qui l'accompagne. Voilà. Très bien. Merci énormément, Vincent. Merci pour tout ton éclairage qui est toujours extrêmement pertinent et extrêmement pointu. Et merci à TVADP, parce que c'est pas rien de maintenir, de monter un tel média. Et c'est vraiment pour moi, vraiment un refuge très important de liberté de parole, d'expression. Je crois que c'est vraiment aujourd'hui un des médias qui s'impose, avec France Soir bien sûr, mais qui est dans la presse écrite, un des médias qui s'impose comme espace de liberté, avec le Conseil scientifique indépendant, mais qui est une mission beaucoup plus scientifique. Et d'ailleurs, il faut que je m'y rende, parce que je suis attendu justement avec Xavier Azalbert. Voilà. Merci beaucoup, Vincent. Eric doit rougir de satisfaction, j'imagine, de tous ces compléments qui sont bien mérités. Merci beaucoup, c'était passionnant. L'heure a trop vite passé, mais je sais toutes les obligations que tu as. Et on te dit au revoir et à très vite. Merci. Et au revoir, merci beaucoup. Merci. Merci, Vincent. Si vous me permettez, j'avais relevé dans le livre justement le débat interdit, la définition du totalitarisme tel que le citait Hannah Arendt, qui s'opère en 3 temps. Premièrement, tuer en l'homme la personne juridique, je lis sur le livre là, tuer en l'homme la personne juridique, celle qui possède des droits. Les personnes sont placées hors la loi. Le camp est placé en dehors du système pénal normal. Deuxième action, tuer en l'homme la personne morale, rendre la mort anonyme, dépouiller la mort de sa signification, déposséder de la mort. Et en troisième étape, transformer les hommes en cadavres vivants, faire disparaître la différenciation des individus, l'identité unique de chacun, tuer la personne physique. C'est tout à fait le plan de l'état profond pour nous. Le plan, mais on pourrait presque y voir également l'achèvement, en fait. Quand on parle des lois, justement, au niveau de la différenciation par rapport au genre, l'affaire du Rivotril,
donc dans lequel on a un peu déplacé le curseur entre euthanasie et la Oui. sédation. À se demander et puis finalement et également par rapport aux funérailles qui étaient totalement interdites, en cas Les de gens sont mort du morts Covid. tout seuls, tout nus, personne à leur enterrement. Oui, dans un sac, Mmh. enfin dans un sac noir, Oui, la oui, famille ne pouvait même pas les voir, avant oui, la mise en bière et cetera. Enfin, on peut y voir déjà en fait, tout à fait la réalisation de ce qui avait prévu déjà, enfin de ce dont parle en fait, Arendt. oui. Et tu sais, les auditeurs doivent le savent aussi, ceux qui m'ont déjà entendu. Je suis toujours très attachée à finir les émissions sur une note d'optimisme, mais j'attirerai aussi l'attention sur des réserves à faire et la vigilance qu'il ne faut pas laisser tomber. Euh, tout ce qu'on a évoqué et qui me rend tout à fait optimiste, c'est par exemple la mise en examen du PTG de l'AFP, Fabrice Friès, on en a parlé, la, le, Édouard Philippe qui a été placé par la Cour de justice en état de témoin assisté pour sa gestion de l'épidémie. Bon, on verra la suite. Au Parlement européen, le professeur Perron qui a annoncé qu'il engageait une action en justice avec des confrères à l'encontre de Bill Gates. Il dénonce une pandémie de corruption et une entreprise des cabinets de conseil suite à la politique sanitaire des gouvernements pendant la crise. Le 21 octobre, il a remporté l'ensemble de ses procédures devant la chambre disciplinaire de première instance d'Île-de-France de l'Ordre des médecins. En sa qualité d'infectiologue internationalement reconnu, il avait l'obligation de s'exprimer dans le domaine qui relève de sa compétence devant la crise du Covid, et ça lui avait été refusé jusque-là. Enfin, ça lui a été reconnu. Le rapport, ça c'est énorme, Marco Polo sur le laptop de Hunter Biden, qui est publié, et plus énorme encore, le rapport jusqu'alors caviardé de Pfizer, qui est divulgué dans son intégralité. Maintenant, tout le monde peut avoir accès à ce long rapport. Et le 25 octobre, donc il y a juste quelques jours, le juge Ralph Porzio, qui a ordonné la réintégration des soignants et le versement des salaires dus depuis leur suspension aux États-Unis, et ils devaient reprendre leur travail à 6 heures du matin, je crois, le 25, oui. L'ordre a été donné le 24 et les soignants devaient reprendre leur travail le 25. Et puis aussi, la première ministre d'Alberta au Canada, Danielle Smith, qui a présenté ses excuses pour les discriminations passées, qui critique les liens de son pays avec le Forum économique mondial, et elle a indiqué qu'elle se retirait de toute coopération avec eux, de tous les liens qu'ils pourraient avoir ensemble. Je pense que c'est pas encore gagné malgré tout. Il faut être vigilant, comme l'a évoqué Vincent tout à l'heure, au nouveau transfert de souveraineté en toute discrétion au profit de la Commission européenne, de remplacer les États membres dans la réponse aux pandémies. C'est-à-dire que maintenant, Ursula von der Leyen, qui n'a jamais été élue, peut décider de mettre en place un pass vaccinal en France. Donc il faut quand même être attentif et se bouger. Et puis, un sujet, je ne sais pas si Emmanuel, si tu as la réponse à ça, la visite de Bill Gates à la Banque européenne d'investissement, l'European Investment Bank au Luxembourg. Cette banque, c'est l'institution financière des États membres de l'Union européenne, dont le but principal est d'emprunter sur les marchés pour financer des projets au sein de l'Union européenne. Qu'est-ce qu'il est allé négocier là-dedans? Je n'ai pas la réponse. C'est une excellente question. Je n'ai pas de réponse. Mais effectivement, c'est extrêmement Ouais, suspect, ouais, ça c'est. extrêmement bizarre et étrange puisque on voit pas très, très bien pourquoi, Bill Gates, viendrait mettre son nez dans l'affaire, au niveau des projets européens. Voilà. Bon, C'était bah, une émission vraiment, enfin, qui m'a passionnée, moi,
grâce à ta présence, Emmanuel, tous les travaux que tu as fait avec Vincent qui l'a cité. Toi, tu t'es abstenu trop modestement parce que ça a un intérêt capital dans la lutte que nous menons tous. Et merci d'avoir présenté cette émission avec moi. Chers internautes, nous allons vous donner congé, non sans avoir rappelé le livre de Vincent, coécrit avec Ariane Bilran aux éditions Guy Trédaniel, qui s'intitule Le débat interdit, langage et Covid et totalitarisme. N'oubliez pas le livre d'Emmanuel, vous pourrez vous le faire dédicacer demain à Sainte déjà, et puis la suivre dans ses pérégrinations. Le livre d'Emmanuel, c'est Ne touchez pas à nos enfants, mesures sanitaires, vaccination Covid-19, l'impact chez les enfants. Et puis, n'oubliez pas les livres que j'ai coécrits avec Patrick Joland, Un monde de menteurs, Le choc, Démasqué, qui sont chez Amazon. Emmanuel, merci, bonsoir. Bonsoir à tous, chers internautes. Je voudrais juste compléter, en fait, si tu m'autorises. Donc, on fait une tournée on est plusieurs à faire une tournée. Donc, Vincent sera le 4 novembre à Épinal. Pour ma part, je serai le 5 novembre, donc non pas à Bergerac, mais c'est à Neuvic-sur-l'Île. C'est un petit village en Dordogne il y aura Christian Vélo qui sera également présent. Et je serai également le 18 novembre à Lyon avec Olivier Soulier, le 25 novembre à Lyon, le 26 et 27 à Orléans. Voilà. À Nantes aussi, 18 novembre à Nantes. 18 novembre également, je suis à Nantes. Non, à Nantes, oui. Et le 25 à Lyon. Pardon, et le 26, 27 à Orléans. Pardon. De toute façon, on se voit bientôt. Et sur TVADP, rendez-vous la semaine prochaine. La semaine prochaine, nous recevrons le fondateur de Profession Gendarme et Philippe Murer, qui est économiste, chroniqueur. Donc, ils viendront nous parler sur le sujet de la guerre en Ukraine et demain sur l'aspect militaire, mais également sur l'aspect économique. Voilà. Et l'émission aura lieu mardi. C'est ça. Exactement. Hein, voilà. Mardi au lieu de jeudi. Le jour change. Merci. Au revoir. Merci beaucoup. Merci.